8e siècle, qui est en fait un love toy. C'est pas un sextoy, il s'appelle love toy. La première idée, c'était d'évacuer le phallus. Alors une fois qu'on a évacué le phallus, la colonne vertébrale du geste, c'est la main. Voilà, donc c'est plutôt se baser sur la gestuelle. Et moi, j'aime bien travailler plutôt sur les gestuelles aussi, puisque c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. L'idée, c'était de trouver une forme qui puisse garder la même flexibilité, tout en amplifiant les sensations grâce à ces petits éléments en métal, hein, ces petites boules qui viennent vibrer et qui amplifient la sensation. Et après, il y a une espèce de jeu entre la main et cet objet, bien sûr, qui vont en quelque sorte se découvrir au fur et à mesure. Et donc en termes de mode d'emploi, il y a une espèce de complicité qui s'installe et on va à la découverte de ses propres plaisirs. Voilà, c'est une espèce d'objet qui nous demande de prendre d'avoir une petite curiosité en quelque sorte. Hein. Si on veut résumer, ce serait ça, c'est-à-dire de redonner de la curiosité par rapport à des gestes, par rapport à des pratiques qu'on fait depuis pas mal de temps. Et l'idée était de prendre juste un peu de recul et puis de proposer quelque chose qui soit suffisamment accessible et en même temps qui fasse sens vraiment. Cet objet, quand on le regarde, ça ressemble plus à une petite douceur, à une petite pâtisserie. Il est tout en courbe, il est très léger, donc c'est aussi un objet qui est très malléable, qui se prend en main, qui a une texture très, très agréable aussi, très douce. C'est difficile de la décrire en fait. Quand les gens le prennent en main, ils comprennent vraiment la richesse de la texture. Et donc en fait comment ça marche? C'est simplement l'idée de travailler sur une forme convexe et concave qui viennent justement épouser hein, la main. Et après c'est un objet qui se manipule, les sensations sont amplifiées grâce à des boules en métal qui sont logées à l'intérieur des protubérances qu'on voit ici tout autour, un peu à l'image des boules de geisha en fait. Voilà, donc en somme toute c'est assez simple en fait quand on regarde l'objet. Alors au début on est un peu surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de cette typologie là, mais en même temps c'est un objet qui est assez logique, hein, donc qui tient dans la main, qui se déforme, qui est là pour revendiquer aussi quelque part la diversité des plaisirs, c'est-à-dire on communique beaucoup dans notre société de consommation le rapport sexuel avec la prédominance en fait d'un plaisir donné par le sexe masculin, voilà, qui est en fait cette espèce d'icône de la virilité, etc. Alors qu'il y a des plaisirs qui sont plus, on va dire, sous-estimés, hein, chez des plaisirs féminins, qui peuvent être redécouverts en quelque sorte. Pour mettre bien en évidence le modelé et cette douceur, ce velouté de la texture, on a trois couleurs qui sont des couleurs pâles, qui sont le rose, un jaune légèrement lumineux et le bleu ciel. Je ne sais pas, moi je travaille de façon très instinctive par rapport à la couleur. Ce n'est pas du tout scientifique. C'est une forme gourmande, c'est une forme, il n'y a pas du tout d'angle. Hein, et en même temps, c'est la forme de l'infini. C'est le 8 du 8e siècle, mais c'est aussi l'anneau de Mœbius qui en fait signifie l'infini. Donc elle a plein de niveaux de lecture, cette forme. Après, il y a ces protubérances qui donnent des aspérités, mais en même temps qui évoquent aussi le plaisir. Donc elle est assez complète. Hein, il y a plein de niveaux de lecture. Ce que j'aime en fait dans le métier de designer, c'est aussi que chaque designer puisse proposer sa propre approche. Et en final, les gens qui vont utiliser les objets vont avoir le choix et donc vont pouvoir acheter l'objet qui leur parle le plus. Donc on va quitter cette ère où en fait on était dans cette espèce de standardisation pour aller sur bien sûr des objets qui sont peut-être vendus en moins grande quantité, mais des objets qui sont plus personnels.
Oui, je pense que le fait que je sois une femme a vraiment orienté la conception de l'objet. Et je ne sais pas si un homme aurait créé un sextoy sans le phallus. Je me pose la question. Je ne suis pas sûre. Parce que je pense que cette vision, elle est assez omniprésente en fait, dans notre esprit. L'objet, justement, s'est positionné dans l'histoire de... Il ne se place pas justement dans la lutte on va dire, de pouvoir. Hein. C'est-à-dire que quand la femme ramène cet objet à la maison, elle ne va pas directement concurrencer le phallus, puisqu'il n'a pas la forme d'un phallus. Je pense que les plaisirs sexuels, en fait, c'est quelque chose qui évolue au cours de sa vie. Hein, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs... et dans un couple, et, voilà, et tout au long de sa vie, il y a un peu cette idée de découvrir ce monde qui est un peu mystérieux. Et donc l'objet participe à ça, vraiment à penser, à essayer d'autres choses, à se faire plaisir différemment. Voilà. Il y a aussi une partie psychologique qui est très importante en fait dans l'acte sexuel. Et donc c'est en quelque sorte un objet qui nous invite à réfléchir aussi et qui nous propose d'autres attitudes. En fait, c'est quoi? C'est simplement un outil pour se donner du plaisir. Et c'est vrai que derrière tout ce discours en fait, d'un objet féminin, c'est avant tout un objet de plaisir. Et c'est un objet, comme il est assez ouvert, il n'est pas vraiment dédié qu'à la femme. Il est plutôt dans l'idée d'offrir cette générosité. Et après... les petits curieux, en fait, voilà. Il est plutôt dédié aux gens qui aiment bien essayer des choses, qui ont plus de curiosité. Les gourmets.